Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un jour qui n'est jamais comme les autres. Ça va, Philippe David ? Ça va, mais vous avez raison, Cécile, j'ai peur que ce jour ne soit pas comme les autres. Et pourquoi donc ? Parce qu'on est vendredi déjà, ça c'est pas un scoop, mais que comme nous avons une vraie voix qui est docteur en psychologie et qui va constater de visu le comportement de Philippe Bilger, donc qui c'est qui l'a dit, j'ai peur qu'à 18h05 les urgences psy débarquent et qu'on finisse avec seulement 2 vraies voix. Ça mais vous qui va inquiète pas ? s'occuper de l'état psychiatrique du psychologue ? C'est vous, c'est la poêle qui se fout du chaudron là, excusez-moi. Oui, d'ailleurs, comment on sait qu'un psychologue n'est pas... Il faut toujours être un peu fou dans ce métier. Oui. Ça aide à mieux comprendre ses patients. Ah oui, d'accord. Mais juste à la limite. Voilà. À la limite, qui n'est pas toujours facile à trouver. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Allez, le sommaire de cette émission. À 17h30, le grand débat du jour. À Strasbourg, le gérant d'un magasin de chaussures est accusé d'islamophobie et menacé de mort pour avoir refusé une intérimaire voilée. Cette dernière l'a filmé pendant qu'il rappelait l'agence d'intérim. Vidéo vue plus d'1 million de fois sur TikTok et des réseaux sociaux où la jeune femme revendique de ne pas avoir prévenu l'agence ni les employeurs qu'elle portait le voile. Alors parlons vrai, doit-on pouvoir montrer ses convictions religieuses en entreprise ? Est-ce que la religion a sa place dans l'entreprise et doit-on adapter les conditions de travail en fonction de la religion des salariés ? Est-ce que c'est une nouvelle preuve de la montée du communautarisme ? Et à cette question, faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans les entreprises ? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, attend vos appels au 0826 300 300. Et on s'est dit avec Philippe qu'on allait demander à un avocat en droit du travail, Fabien Guérini, sera avec nous. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Israël en état d'alerte après les menaces de régime iranien. Le guide suprême de la République islamique annonce vouloir punir l'État hébreu pour l'attaque contre le consulat en Russie. La France conseille à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Iran, en Israël et dans les territoires palestiniens ou au Liban. Alors parlons vrai, est-ce qu'une offensive iranienne contre Israël vous paraît crédible ? Est-ce qu'en cas d'attaque, les USA riposteraient directement contre l'Iran ? Est-ce que la France se retrouverait engagée dans le conflit, puisque, rappelons-le, ce sont les premières réserves mondiales de pétrole qui se trouvent dans la zone ? Et à cette question, craignez-vous que l'Iran mette ses menaces d'attaque contre Israël à exécution ? Vous dites oui à 60%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et on en parlera avec Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On vous souhaite la bienvenue. Bon vendredi, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir mes chers animateurs, c'est un bonheur Favori, mes d'être chers un vendredi. animateurs favoris. Voilà, Voilà, c'est ça. Quelle énergie! Faut-il qu'on vous fasse une camomille en vue du qui c'est qui l'a dit ou ça va mais tenir ? arrêtez. Inutile, de toute façon, je vais laisser gagner les femmes. Ouais. Moi, je suis galant. C'est ça. Comme il n'y en a qu'une, on sait déjà qui va gagner. Virginie Calmels est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Bonsoir Virginie. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir, de vous retrouver, très joliment habillée dans les couleurs de Sud Radio. Bravo, quel talent. J'ai fait un petit effort. Ce qui n'est pas le cas de Jean Dorédo, qui n'a fait aucun effort. Je suis venu comme j'étais. J'avoue. Venez comme vous êtes, ça fait un peu fast-food, même c'est ça. Docteur en psychologie, ça va mon cher Jean? Écoutez, ça va à merveille. Bon, tant mieux, tant mieux. Je vous sens un peu tendu. J'espère Pas du que ça n'a tout. rien à voir avec les psychologues, ma Non, chère mais Cécile. moi, ça se saurait. Hyper relax. Hyper zen, hyper cool. Regardez-moi. J'aurais quelques petits trucs à redire, mais bon. Allez, le 0826 300 300 avec notre, j'allais dire notre avocat du jour. Maintenant, pas du tout, notre auditeur du jour. Stéphane qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Oui, bonjour Cécile, bonjour Philippe. Comment ça va Stéphane? Eh ben super bien, je suis content de vous retrouver. J'avais pu passer il y a quelques temps, un an il me semble. Et voilà. Voilà. Ça, Eh ben, une fois par an, ça fait du bien. Avec Philippe David, moi c'est tous les jours. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Et c'est le bonheur absolu pour elle, elle ne le dit pas. Mais... Je regardais. D'ailleurs, je suis toujours étonné que dans votre lancement, ce soit Philippe qui soit présenté en premier et pas vous, Cécile. Je me dis, là, voilà. C'est surprenant. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Merci, Parce que c'est moi qui Stéphane. prends la parole en premier. Merci de mettre la bonne Voilà. ambiance. Ouais, Une domination de plus, en fait. Mais vous savez quoi? Cécile. Il est Bon, bien. alors je me dis, il a peut-être un problème de reconnaissance, mais il n'y a pas de raison en fait. Ah non, pas du tout. Non, il n'a aucun problème, Philippe David. C'est ça son problème, justement. Ou alors
alors j'en ai peut-être trop, mais c'est ça. On va parler de quoi avec vous, Stéphane, dans quelques instants? Eh ben justement, c'est un peu sur ce sujet. C'est-à-dire que en fait, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'en mars, on a toujours une discussion, une espèce de ritournelle sur la différence des salaires hommes-femmes. Voilà, je voulais pousser un coup de gueule. Enfin, plutôt femme-homme, vous voulez dire, c'est plutôt l'inverse. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pas dans le cas de Philippe David, parce qu'il n'est pas payé, donc comme ça, c'est pas grave. Ah non, mais je paye tellement je suis mauvais, c'est une notoriété publique. 0826 300 300, on écoute le répondeur et vous restez avec nous, Stéphane, on est à vous dans un instant. Oui, bonjour, je suis Nicolas de Montpellier concernant les artifices. Juste pour apporter une précision à la question de Philippe David, on ne parle pas de mortier d'artifice sur ce qui est utilisé par les émeutiers. On parle de chandelles qui sont des produits différents puisque les mortiers sont déjà interdits aux particuliers. Et les chandelles sont des catégories F3 qui sont des produits qui sont déjà prêts à l'emploi. Aucune autre manipulation, ce n'est qu'allumer une mèche. Donc il n'y a pas de actuellement d'interdiction sur ce produit-là. Mais les mortiers en eux-mêmes, eux, sont déjà interdits et ne peuvent pas être achetés par des particuliers. Donc, il ne faut pas parler de mortier, mais de chandelle. C'est différent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est un bon rectificatif. Bonne remarque. Oui, alors c'est des chandelles, mais il y en a qui achètent les mortiers à l'étranger notamment et qui les utilisent. C'est ça aussi le problème. Et qui tient la chandelle? Oui, c'est ça aussi la question. Entre Philippe je me sens totalement désarmé en film. C'est ça. Et on retrouve. Donc il avait commis une erreur hier. Je l'ai flatté. Oui et non. Parce qu'il y en a qui s'achètent sur le marché parallèle. Donc il y a les deux, il y a les chandelles, il y a les mortiers a priori. Vous ne m'en voulez pas, mon cher Philippe, de vous avoir prêté une connaissance. Non, c'est pas la question en plus. Non, mais la question c'était de dire que vous l'achetiez par internet ou en France ou dans un magasin, c'est interdit quand même. C'est interdit quand même. Voilà, c'est ça. Donc vous aviez tort. Voilà, c'est ça. Oui, je vous laisse. Non, allez. Les procès de Moscou ne sont rien à côté. Allez, Stéphane, on revient à vous sur ce ras-le-bol concernant ces inégalités salariales. Ouais, alors c'est pas vraiment sur les inégalités salariales, c'est plutôt sur le discours. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout ce que je constate. Alors il y a effectivement peut-être ici et là de vieux contrats où on a des femmes qui sont un peu moins rémunérées que les hommes. Mais si je regarde autour de moi, c'est pas du tout le cas. Et voilà, je sais pas si on prend en compte les revenus de compensation, les choses comme ça que peuvent toucher mesdames et pas messieurs. Mais encore une fois, autour de moi, je vois plutôt des hommes qui, pour certains, ont bossé hyper dur et qui à 45 ans se retrouvent dépouillés parce que madame n'a pas vraiment bossé et il y a une séparation, donc le juge fait 3 tiers, 1 tiers pour madame, 1 tiers pour les enfants et puis... Ça sent le vécu, Stéphane, non Ouais. Ah, voilà, c'est ça. Et puis comme on est dans une société où en fait il y a l'égalité homme-femme, les hommes se retrouvent encore le plus souvent, en fait ils n'ont pas l'obtention de la garde, même la garde partagée. Donc voilà, en fait, je suis un peu surpris parce que je pense qu'en 2024, en fait, quand une femme veut gagner bien sa vie autant qu'un homme, il n'y a absolument aucune contrainte. Alors encore une fois, il y a peut-être quelques métiers où c'est pas le cas, mais franchement, c'est pas la généralité. Si je regarde autour de moi, c'est pas du tout le cas. Voilà, on va faire réagir, si vous permettez, Stéphane. Virginie Calmels, vous qui avez été chef d'entreprise et surtout à la tête de grands médias, avec des salariés à la clé. Alors moi déjà je suis un mauvais exemple parce que j'ai toujours considéré que j'étais pas moins bien payée que les hommes et surtout il n'y avait pas beaucoup de femmes dans mes activités, donc j'ai pas eu ce problème à titre personnel et j'ai toujours pensé que quand les groupes étaient dirigés par des femmes, mécaniquement elles veillaient peut-être encore plus que les hommes à évidemment ne pas tomber dans ce travers-là. Voilà, à travail égal, salaire égal, c'est un peu la base, il n'y a pas de raison de discriminer. Simplement en tant que femme, j'ai souvent dit que c'est aussi que les femmes revendiquent moins que les hommes, des augmentations, et souvent elles sont de ce point de vue-là un peu plus timides, voire timorées, et du coup, mécaniquement, il est possible qu'elles se retrouvent moins bien traitées. Comme elle ne postule pas à certains postes en disant c'est pas pour moi. Voilà, une femme dit toujours j'ai pas la compétence. Comme elle revendique beaucoup moins que certains hommes, ou qui l'a dit, Philippe Bilger. On a souvent dit qu'il y avait un grand écart entre les femmes et les hommes sur le plan des salaires, mais quand on appréhende l'ensemble des choses, on s'aperçoit que l'écart est beaucoup moins grand qu'on le pense. Jean Dorido.
Alors je m'inscris profondément en faux. Je suis bien sûr sensible à la parole de Stéphane, que je respecte, qui regarde autour de lui, qui voit des femmes qui gagnent bien leur vie, peut-être parce qu'elles travaillent bien et peut-être mieux que les hommes qui entourent Stéphane, dans la mesure où c'est pas compliqué, c'est des maths, quoi. Il faut faire des moyennes, et quand vous regardez à travail égal, encore aujourd'hui, pour ce qui est de la France, les femmes gagnent en moyenne 20% de salaire en moins que les hommes. Ça, c'est un fait, et en toute transparence, hein, je me méfie. Je trouve le discours, je vous le dis Stéphane, ce discours un peu toxique, on entend ça, vous savez, chez les masculinistes aujourd'hui, les incels, ces hommes qui se victimisent en réalité et qui disent voilà, moi j'ai travaillé comme un chien, je gagne rien, et en fait les femmes elles ont tout. Et voilà, faut faire attention parce que c'est un discours qui peut avoir des effets assez toxiques sur les bonnes relations paisibles entre les hommes et les femmes. En même temps, sur les divorces, il a pas tout à fait tort. C'est souvent la garde alternée, ça devient un peu la règle. Un petit peu, mais ça a mis du temps quand même. Peut-être trop, si je puis me permettre, dans l'intérêt de l'enfant, c'est compliqué les gardes alternées. C'était souvent les mamans qui s'occupaient qui gardaient les enfants plutôt que les papas. De rester toujours très vigilant. On a quand même, c'est un fait, beaucoup de féminicides en France. On a encore aujourd'hui des vrais problèmes de violence conjugale c'est aussi un fait, beaucoup plus d'hommes qui frappent les femmes que l'inverse. Non, c'est la même chose parce que vous avez aujourd'hui un discours qui vient d'Amérique du Nord et qui se propage à travers les réseaux sociaux et qui excite des hommes frustrés et qui font des femmes les responsables de leur frustration. Eh ben Stéphane, vous auriez dû épouser Virginie ou moi, vous auriez été très heureux. Non, mais pas du... Ouais, allô. Oui, non, Stéphane. Mais en fait, Monsieur Dorido, l'agent Dorido, me prête des propos que j'ai pas tenus du tout. C'est-à-dire forcément, il me met. Non, mais c'est absolument incroyable justement. C'est-à-dire qu'il me met dans une case du mâle XXL qui voudrait garder des positions avantageuses pour l'homme. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis absolument le contraire, qu'une femme désormais peut tout à fait prétendre au même salaire. Nous sommes en phase. Voilà. Mais justement, je trouve que vous avez une interprétation extrêmement toxique qui permet justement de pas exprimer cette voix qui est celle de la raison et puis de la réalité. Quand vous dites 20%, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Moi, j'ai cru pendant quelques minutes que Dorido rimait avec Rousseau, mais voilà. En tout cas, Stéphane, on est ravis de vous avoir. Masculiniste, voilà, c'est ça. Stéphane, vous restez avec nous. On est ensemble on fera le qui c'est qui l'a dit, et puis bien sûr, on va sur les grands débats du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. J'en ai assez des vœux pieux présidentiels. Allez, on fait un comme. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça se voit, puisque dans la rue, vous venez nous parler de Philippe Bilger, de Philippe David, de Virginie. On parle beaucoup de vous, ma chère Cécile. C'est vrai, oui, et de Jean Dorido aussi, on en parle. Moi, on m'en a jamais parlé. Quel menteur, en plus, Félix Mathieu s'en va. Je sais que c'est faux, mon cher Philippe Bilger. En tout cas, Virginie Calmel, c'est avec nous. On n'en a jamais parlé, je suis navré. Jean Dorido, Philippe Bilger, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Philippe. Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Vous voulez pas m'emmener en civière là que je rentre chez moi. Les 3 mots dans l'actu, de quoi parle-t-on dans un instant? De Gabriel Attal et de son homologue Justin Trudeau, son homologue canadien. Ils défendent le CETA au Canada. 200 personnes à la marche blanche pour Shemseddine à Viry-Châtillon. Et puis on va parler aussi des 16-19 ans qui lisent 12 minutes par jour en moyenne, mais qui passent dans le même temps par jour 5h10 sur les écrans. En 3 mots, ça donne CETA, marche et lecture. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. C'est contre les vœux pieux du président que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'en ai un peu assez. J'entends bien qu'un président de la République n'a pas à mettre la main dans la mouise en permanence, mais tout de même, il devrait se priver d'un certain nombre d'injonctions purement optatives du genre, il a encore dit, l'école doit rester un sanctuaire, nous ne plierons pas, ma main ne tremblera pas, nous résisterons, alors qu'on sait que précisément la réalité sur tous les plans est totalement aux antipodes de ce qu'il nous annonce. Alors je trouve qu'à la longue, ça démobilise plus le citoyen que ça ne le stimule. Virginie Calmel. Je suis totalement d'accord avec mon cher ami Philippe Bilger. Je pense qu'aujourd'hui, trop de com, tu la com. Et c'est un peu le reproche qui est fait maintenant depuis 7 ans à la Macronie. Et
a fortiori sur ce deuxième mandat où, évidemment, n'ayant pas de majorité à l'Assemblée nationale, au lieu de faire avancer les textes, on a beaucoup de communication non suivie des faits. Jean Dorido. Oui, c'est un fait. Vraiment, je rejoins à 400% Philippe Bilger sur cette idée que cette parole présidentielle qui finit par se diluer finalement sous le volume, oui, exactement, ça démobilise le citoyen. On a connu jadis Jupiter, président Macron, vraiment qui avait une parole rare, qui était vraiment suivie des faits immédiatement. Et là, c'est un fait que aujourd'hui, il y en a tellement, c'est tellement fréquent que ça se dilue. En fait, on parle beaucoup de vous dans la rue. Voilà, c'est finalement. Mais c'est bien déjà. C'est un bon début. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, CETA, marche et lecture. Gabriel Attal aux côtés de son homologue canadien Justin Trudeau, les deux premiers ministres défendent le CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. 200 personnes ont participé à une marche blanche en hommage à Shemseddine, une semaine après la mort de l'adolescent roué de coups à Viry-Châtillon. Et puis Emmanuel Macron veut développer l'addiction à la lecture au lendemain de cette alerte du Centre national du livre. Les 16-19 ans, notamment, passent en moyenne 12 minutes par jour devant un livre contre 5h10 par jour aussi devant les écrans. Les vraies voix Sud Radio. Gabriel, c'est un grand honneur de t'accueillir pour ton premier voyage officiel. Premier ministre, quand un Premier ministre en accueille un autre, les mots sont chaleureux entre le Canadien Justin Trudeau et Gabriel Attal, mais le vote du Sénat français contre le CETA n'est pas très loin dans les esprits. L'homme fort du Canada donc vigoureusement plaidé pour cet accord de libre-échange entre son pays et l'Union européenne. Cet accord, ou l'entente provisoire depuis plusieurs années, a eu comme effet énormément de croissance et de création d'emplois et de bénéfices et pour les travailleurs et entreprises françaises et pour les travailleurs et entreprises canadiennes, y compris pour les agriculteurs. J'ai énormément confiance dans la capacité des Français et de la classe politique française de voir l'intérêt qui existe pour plus de commerce, surtout avec un pays comme le Canada. Si un pays ne peut pas ou ne veut pas avoir du libre-échange avec un pays progressiste, ouvert et responsable comme le Canada, avec quel pays voudriez-vous faire un accord de libre-échange alors? Et aux côtés de Justin Trudeau, Gabriel Attal n'a pas dit autre chose. Le CETA, c'est un accord gagnant-gagnant entre la France et le Canada, entre l'Europe et le Canada. C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Le Premier ministre Gabriel Attal en visite au Canada. Petite réaction, non, oui. Virginie Calmels. Moi, je m'étais prononcée au temps où je faisais de la politique en faveur de ce CETA. Il a pris des années à être négocié. Alors, comme toujours, il faut appréhender un accord dans sa globalité. Il y aura forcément des gens qui vont considérer que ça peut nuire, mais y compris sur le volet agricole, il faut rappeler que c'était extrêmement bénéficiaire, notamment pour notre filière viticole. Et c'est un peu curieux de voir, après 15 ans de négociations, de débats, d'aboutissement, la droite française voter finalement contre, et je parle de la droite républicaine, des républicains, alors que globalement, on a toujours été favorable au libre-échange, et évidemment bien négocié. Je ne parle pas du Mercosur qui nécessite encore de longues négociations, mais je trouve ça dommage parce que, in fine, on est en train de revenir sur des basiques de l'économie, c'est-à-dire le libre-échange. Allez, on passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio LCI et le Figaro sur les élections européennes. Pas de chamboulement depuis hier. Le RN en première position regagne le demi-point qu'il avait perdu hier à 31,5% des intentions de vote. La liste Renaissance et Alliés en deuxième reste à 18, tout rond. Les socialistes et Place Publique troisième, toujours à 12,5. Pour les autres listes, notre rolling est actualisé tous les jours à partir de 17h sur sudradio.fr. Deuxième mot, cette marche blanche en hommage à Shemseddine. De l'émotion, de la gravité, des questions aussi chez les environ 200 participants à cette marche à Viry-Châtillon, une semaine après la mort de cet adolescent roué de coups, puis mortellement roué de coups pour des messages échangés avec la sœur de ses agresseurs. C'est un acte qui ne devrait pas être pensé et réalisé surtout. Et toutes les personnes sont là pour témoigner justement de cette solidarité pour ce jeune homme. Ça m'inquiète parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants régler leurs soucis par la violence parce que ça entraîne ce genre de drame. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à régler les conflits autrement que par la violence, absolument. Au sein des quartiers, il faudra qu'il y ait un renforcement au niveau des médiateurs, qu'il y ait de l'accompagnement au niveau de nos jeunes. Parce que c'est bien aujourd'hui de prendre le courage de manifester,
de marcher parce que ça rentre dans le cadre d'une marche blanche. Mais il faudra aussi renforcer l'éducation, l'accompagnement de nos jeunes au sein des quartiers. Des propos recueillis par Emeline Henry et Mazi Gabdelli de l'agence France Presse. Et puis troisième mot, lecture. Emmanuel Macron dit vouloir développer cette bonne addiction. À mettre en balance avec une autre addiction qui, elle, est déjà là. L'addiction aux écrans, selon une étude Ipsos pour le Centre national du livre. Les 16-19 ans, par exemple, passent en moyenne 5h10 par jour sur les écrans. 5h10 contre 12 minutes seulement pour les livres. C'est une moyenne, car en vrai, un cinquième d'entre eux avouent ne pas lire du tout. Une dégringolade chez les plus jeunes, donc, mais ils sont à l'image du reste de la société, estime Guillaume Prévost, délégué général du collectif Vers le Haut, un laboratoire d'idées dédié aux jeunes et à l'éducation. Le vrai problème qu'on a, et là il y a un vrai problème de santé publique, il faut le souligner, c'est le rapport au téléphone, au smartphone, qui est un perturbateur constant, souligné par les jeunes eux-mêmes dans leurs apprentissages. Mais alors, si on parle des enfants, les enfants aiment ce qu'aiment les gens qu'ils aiment. Ça veut dire que les enfants lisent s'ils voient leurs parents lire. Si les parents, dès le plus jeune âge, par la pratique quotidienne de la lecture pendant les vacances, leur montrent que la lecture, c'est un univers merveilleux, qui développe leur personnalité, qui donne des idées, qui développe la vie intérieure, les enfants, ils vont lire. Si vous prenez le métro à Paris, si vous prenez n'importe quel transport public dans n'importe quelle ville de France, vous allez voir, les gens sont rivés à leur téléphone. Guillaume Prévost du collectif Vers le Haut, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup Félix. Allez, dans un instant, le grand débat du jour à Strasbourg. Le gérant d'une boutique Geox menacé de mort pour avoir refusé une intérimaire voilée au sein de son établissement. Alors parlons vrai, doit-on pouvoir montrer ses convictions religieuses au sein de l'entreprise? Est-ce que la religion a sa place dans l'entreprise et doit-on adapter les conditions de travail en fonction de la religion des salariés? Est-ce que c'est une nouvelle preuve de la montée du communautarisme? À cette question, faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans nos entreprises? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Fabien Guérinet, est avec nous, avocat en droit du travail. Maître, bonjour, merci d'être avec nous. Dans l'affaire de Strasbourg, est-ce un fait de discrimination? Bonjour à tous. Écoutez, de ce qu'on peut en entendre parler, il s'agit d'une situation d'une intérimaire qui se présente, qui n'informe pas l'entreprise de son port de voile, et il s'agit d'un poste en contact avec la clientèle. Donc l'employeur avait le droit de refuser l'accès de cette salariée et de lui interdire l'accès à son poste du fait de cette situation. On va en parler dans un instant. 0826 300 300, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger comme tous les jours. Jean Dorido, docteur en psychologie, et je garde le meilleur pour la fin. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, cette école des métiers de demain dans les industries créatives. Ça va, ça se passe bien cette école? Ça va, merci. Ouais. On est en plein dans le recrutement des étudiants pour la prochaine saison. Mais oui, on a beaucoup de jeunes étudiants qui ont envie d'un métier dans les industries créatives. Eh ben tant mieux. Et qui nous rejoignent. Eh ben tant mieux. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est Yannick qui vient d'arriver et donc la tenue ne va pas au magasin, en fait elle a un voile et ne saute pas. Cette vidéo elle est terrible parce qu'il y a tout dedans. D'ailleurs on voit bien que c'est de la provocation. Il y a un mouvement de revendication pour pousser jusqu'à l'extrême limite les termes de nos lois. Elles s'inscrivent aussi dans un courant qui est plus large, qui sont des revendications identitaires avec du testing, il y a un certain nombre de techniques. Bien sûr. Aujourd'hui, cet islam offensif, il joue avec nos lois, il joue avec nos règles. Et donc à Strasbourg, le gérant d'un magasin de chaussures accusé d'islamophobie, menacé de mort pour avoir refusé cette intérimaire voilée. Cette dernière l'a filmé pendant qu'il rappelait l'agence d'intérim. Vidéo vue par plus d'1 million de personnes sur TikTok, des réseaux sociaux, où la jeune femme revendique de ne pas avoir prévenu l'agence ni les employeurs qu'elle porte les voiles. Alors parlons vrai, doit-on pouvoir montrer ses convictions religieuses dans l'entreprise? Est-ce que la religion a d'ailleurs sa place dans l'entreprise et doit-on adapter les conditions de travail en fonction de la religion des salariés? Est-ce que c'est une nouvelle preuve de la montée du communautarisme? À cette question, faut-il interdire les signes religieux ostentatoires dans les entreprises? Vous dites oui à 90%, 20 ans après la loi sur le voile. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Fabien Guérinet, est avec nous, avocat en droit du travail. Bonsoir, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, que penser finalement de cette je ne sais pas s'il faut le classer comme un incident ou quelque chose de plus grave.
Merci Cécile. Je vais m'en tenir à quelques données qui me semblent claires, incontestables. D'abord, je ne voudrais pas qu'on qualifie globalement tous ces incidents comme une conséquence de l'immigration et de l'islamisme. C'est pas ce qu'a fait Sud Radio dans son excellente question. Qu'est-ce que je vois ? Cette femme est déjà venue une fois dans le magasin, elle n'était pas voilée. Ensuite, elle veut être engagée comme intérimaire et elle fait délibérément un scandale. Et troisième élément, on apprend, quand je suis arrivé à Sud Radio, qu'en réalité, elle rigole, si vous me permettez l'expression, parce qu'elle voulait faire une bonne blague au gérant et se moquer de lui. Autrement dit, je ne suis pas sûr que, avec ces trois éléments, on se trouve face à une militante forcenée qui voulait enfoncer un coin dans la République française. J'ajoute, pour permettre à notre ami avocat de répondre, il me semble que la question de Sud Radio, aussi pertinente qu'elle soit, est un peu superfétatoire, puisqu'on a une loi de 2016 qui permettait en effet aux commerçants de faire valoir son droit. Il l'a très bien fait, et après ça a été un scandale sur le plan de la haine à son encontre. Virginie Kelmels. Philippe, moi je dirais quand même que ce sont des événements qui se multiplient, donc il y a quand même un sujet un peu de provocation. Il y a clairement la volonté d'afficher ostensiblement sa religion, et que normalement ça ne fait pas bon ménage avec ce que l'on attend pour un chef d'entreprise ou pour des entreprises en général, d'apaisement et de neutralité. Alors oui, il y a un dispositif législatif, c'est vrai que la loi El Khomri de 2016 prévoit, et notamment dans le cadre de la clientèle, c'est-à-dire dans le cadre du commerce, mais on voit bien ce qui va se passer pour beaucoup de chefs d'entreprise dans notre pays, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas que ceux qui sont en contact direct avec la clientèle. Vous avez recruté une personne, elle n'était pas voilée, et puis 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, elle arrive au travail avec un voile. Donc moi, je pense qu'on va aller quand même vers un dispositif législatif qui va à minima forcer le règlement intérieur, ce que font déjà toutes les entreprises de plus de 20 salariés. C'est que si vous avez un règlement intérieur clair et qui prône la neutralité, il faut que ça puisse s'appliquer à tous les salariés. Parce qu'aujourd'hui, on ne traite que le front office, mais on aura, à mon avis, ce problème de plus en plus croissant sur les fonctions back office. Jean-Laurent Rideau. Alors la question de la religion en France, elle est extrêmement délicate. La France n'est pas à l'aise avec cette question-là, contrairement à nos cousins anglo-saxons. Et alors en plus, dans ce cadre délicat... J'irai pas aussi loin que vous. Eux, ils ont une conception communautariste, nous avons une conception laïque et universaliste. C'est toute la différence. Oui, enfin, tous les présidents américains terminent leur discours par God bless America. Et ça, en France, c'est complètement impensable. Oui, mais c'est pas une théocratie. Vous prenez le Royaume-Uni. Oui, parce que nous, on n'est pas les États-Unis. Et puis alors en plus, dans ce champ très délicat de la religion, la question du voile en France, ça commence avec Creil, 1989, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, et la France n'en sort pas. Typiquement sur cette question des employés voilés, moi j'ai le souvenir de la crèche Babylou à Chanteloup-les-Vignes, qui était vraiment une initiative sensationnelle pour les femmes justement isolées, d'avoir une crèche pour pouvoir travailler, et donc c'est exactement ce que Virginie évoquait à l'instant. C'était une petite équipe qui était extra, et puis une dame part en congé maternité, ça c'est la vie, ça arrive, et quand elle revient, elle est voilée, et toute l'équipe de Babylou à l'époque lui dit, écoute, non, nous on n'est pas ok avec ça, c'est pas le projet, c'est un endroit très particulier, Chanteloup-les-Vignes, c'est une cité de région parisienne, et pour elle c'était important de ne pas être voilée, et à l'époque, Babylou avait perdu, la jeune femme avait fait un procès que Babylou avait perdu, et ça terminait par la fermeture de ce lieu qui était vraiment un lieu sensationnel, qui était là pour aider les femmes isolées à pouvoir travailler, Maître, merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Maître Fabien Guérini. Que dit la loi vis-à-vis de cet employeur ? Alors, la loi, pour faire simple, nous dit effectivement que l'entreprise a la possibilité, alors soit elle est à plus de 20 salariés, d'organiser dans le cadre du règlement intérieur le principe de neutralité, qui va ensuite permettre à l'employeur de rajouter dans le contrat des salariés qu'il embauche une fameuse clause de neutralité en ce qui concerne la tenue vestimentaire et donc les, signes religieux en la matière. Et si on est à moins de 20, et si effectivement on n'a pas de spécificité dans les contrats de travail,
on va devoir régler au cas par cas, puisqu'il s'agit d'une liberté fondamentale, celle de pouvoir effectivement pratiquer sa religion et de se vêtir tel qu'on l'entend, mais en contrepartie, c'est la liberté fondamentale du bon fonctionnement de l'entreprise, du contact avec la clientèle et des perturbations qui génèrent une perturbation objective de l'entreprise. Alors, effectivement, on passe par le dialogue social, mais globalement, et dans l'hypothèse qui nous intéresse avec cet intérimaire, d'abord, il n'y a pas de contrat de travail puisqu'on est dans le cadre du contrat de travail temporaire. Et ensuite, on l'a bien dit avec effectivement Philippe, il y a une provocation puisqu'elle se présente en ayant caché sa volonté de venir travailler avec un voile. Et elle provoque effectivement le gérant en le filmant et en diffusant sur les réseaux effectivement cette situation. Donc c'est là où effectivement il y a un déséquilibre. Mais alors il y a une question qui se pose là, c'est pas du droit du travail, mais le fait de mettre cette vidéo où le gérant est menacé de mort. Et même le droit à l'image. Et le droit à l'image, est-ce qu'il pourrait pas porter plainte contre elle pour mise en danger de la vie d'autrui ou un autre chef d'accusation? Parce que quand on sait ce qui est arrivé à Samuel Paty et à d'autres, ça fait un peu peur. D'autant plus que le magasin est référencé, on connaît la marque et on connaît la localisation, en tout cas la ville. Donc effectivement, malheureusement pour ce gérant, son identification est relativement facile. Et donc effectivement, sur ce terrain, il pourrait envisager effectivement de réagir et de contre-réagir, avec le risque pour lui que malheureusement la justice ne passe pas ou pas assez vite et que sa santé ou sa sécurité soit véritablement en danger. Sans vouloir vous engager, maître, sur un terrain plus politique, comme vous êtes un spécialiste du droit du travail, est-ce que vous voyez toutes ces péripéties, ces incidents, vous les sentez en général animés par une hostilité à l'égard de la République, ou est-ce qu'il s'agit d'imprévisibilité liée à des tempéraments personnels ? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, il y a une vingtaine d'années, on avait les fameuses pratiques de testing pour les candidatures, les CV, ainsi de suite. Et on a vu effectivement des actions menées à ce titre qui paraissaient légitimes et qui paraissaient permettre de faire bouger les lignes. La difficulté, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est une problématique de tenue vestimentaire, de signes ostentatoires religieux et de la cohabitation des salariés et de la cohabitation entre les salariés et la clientèle et le public. Parce qu'effectivement, un employeur ne pourrait pas interdire à une salariée, sous réserve d'avoir effectivement des dispositions internes spécifiques, mais il ne pourrait pas lui interdire de porter le voile si elle travaille seule dans son bureau ou si elle est effectivement en back-office, au contact de collègues de travail, sans avoir aucun contact avec la clientèle. Donc effectivement, la mesure et la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre, à la fois dans le dialogue social, dans l'explication. Malheureusement, je crois qu'il y a des personnes qui sont aussi dans la provocation ou dans la réaction. On voit bien que l'attitude de filmer et de poster sur les réseaux, effectivement, cet échange pour permettre, effectivement, l'identification du gérant et sa mise au pilori, ça, effectivement, ça pose question. Virginie Calmès veut réagir. D'abord, il faut quand même rappeler que ces problèmes se posent quand même qu'avec une seule religion. Donc là, je pense qu'à un moment donné, c'est cette recrudescence de signes qui sont quand même vécus comme une provocation va sans doute pousser le législateur à aller au-delà de la loi El Khomri de 2007, des arrêts de la Cour européenne de 2017, de ce fameux règlement intérieur, parce qu'on voit que les chefs d'entreprise vont être en situation vraiment délicate. Et ça va poser un problème, parce que justement pour le back-office, il n'y a pas de loi. Et puis il y a un autre problème, me semble-t-il, dans un pays laïque comme la France, c'est d'éduquer et de rappeler que oui, on est d'accord pour que chacun puisse avoir sa liberté de culte, mais dans une sphère privée. Et là, pardon, mais ce qui vaut pour les services publics aujourd'hui, puisque là, on a une interdiction du port du voile, pourquoi demain, ça ne vaudrait pas dans les entreprises privées? Parce que là encore, il y a du vivre ensemble. Et si on veut continuer à avoir une France apaisée, il faut que ce vivre ensemble, il ne soit pas ostentatoire. Sinon, on va avoir aussi le débat, ça va venir, sur les fêtes religieuses. Vous allez voir qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises où certains, au nom de leur religion, vont dire qu'il n'y a pas que Noël ou Pâques qui doit être férié, et ainsi de suite. Donc on voit bien
délicat, ou plus rien ne le sera. Voilà, mais on voit bien qu'il va falloir fixer un cadre, et je trouve que c'est des coups de butoir vraiment répétés dans la laïcité, qui est une spécificité française. Vous êtes témoin, tiens, dans votre entreprise ou chez vos clients d'une montée du communautarisme, venez témoigner au 0826 300 300. On va faire réagir Maître Guérini aux propos de Virginie Calmels et on y retrouvera Stéphane. Oui, c'est effectivement un sujet qui est plus large que la problématique de l'accès à la clientèle et du contact avec la clientèle. Mais n'oublions pas, et ça c'est essentiel, c'est que le Code du travail, c'est la loi française, mais dans la hiérarchie des normes, on a des normes internationales et européennes qui s'imposent aux juges, et que l'atteinte à une liberté fondamentale doit être proportionnée au but recherché. Et qu'il ne sera pas toujours évident de démontrer que le bon équilibre, le bon fonctionnement, l'ambiance de travail en interne, en back-office, est une condition sine qua non de la poursuite de l'activité pour pouvoir justifier de cette atteinte à une liberté fondamentale de se vêtir ou de porter des signes religieux dits ostentatoires. Alors, la question n'est pas forcément de prendre parti sur le terrain politique ou religieux à ce sujet, mais peut-être qu'une des pistes en la matière, c'est d'ouvrir une discussion et un dialogue pour peut-être permettre d'abord l'expression de la position de chacun, et puis peut-être de trouver des points d'équilibre. C'est peut-être un peu naïf ou un peu objectif, mais effectivement, ça pourrait être une solution qui n'est pas gagnée d'avance, c'est certain, mais il faut que l'entreprise puisse aussi démontrer qu'elle n'a pas, par principe ou par, je dirais, philosophie, comme souhait d'interdire l'exercice de telle ou telle religion dans l'entreprise. Parce que, effectivement, la problématique existe à la discrimination à l'embauche. C'est une vraie problématique aujourd'hui du vivre ensemble. Oui. Allez, 0826 300 300, une réaction de Stéphane qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Stéphane. Rebonsoir. Eh bien, sur ce sujet, moi j'ai habité quelques années à Londres, en fait, en Angleterre, et ce genre de, en fait, c'est pas un sujet. Ce genre de question ne se pose pas. Il n'y a pas de problème si une femme est voilée et vend des baskets, ou ne pose aucun souci. Chez nous, en fait, je pense que ça serait pas un souci si on était dans un pays apaisé. Et effectivement, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est pas le cas pour deux raisons. La première, c'est qu'on est effectivement un pays d'accueil, mais par l'assimilation, par l'assimilation et pas l'intégration. Et donc, on devrait avoir des politiques et des pouvoirs publics capables de maîtriser les flux migratoires à la hauteur de la capacité d'assimilation. Et c'est pas du tout le cas. La deuxième chose, c'est quand il y a une communauté qui est violente ou qui pose problème, il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs communautés qui peuvent poser problème, on a des pouvoirs publics qui sont absolument incapables de réagir, de la même façon qu'ils sont incapables de renvoyer chez eux des personnes qui posent vraiment problème. Donc l'index, le mauvais œil est mis sur cette communauté. L'autre chose, c'est que je crois qu'on a des médias largement acquis à la cause islamophobe, et donc en fait on a une communauté qui est prise en étau, et donc cette communauté n'est pas du tout acceptée, et effectivement une personne qui va avec un voile travailler, ça pose problème, alors que ça ne devrait pas poser des problèmes extravagants. Voilà, enfin, c'est un peu mon analyse. Oui, merci Stéphane. Je dis pas qu'il faut pas réagir à des coups de butoir qu'on peut dire d'une religion. Voilà, il faut s'y attaquer. Mais il y a des conditions qui ne sont pas réunies pour que ça se passe bien. Voilà. Jean de Rideau. C'est ça aussi le problème. Alors, j'écoute attentivement les échanges. C'est une vraie question sans malice. Je ne comprends pas vraiment quel est le problème sur le fait que cette jeune femme vienne vendre des chaussures en étant voilée. Je le dis sincèrement, pour le coup, à titre personnel, je fais mes courses dans un supermarché dans lequel il y a une hôtesse de caisse qui est voilée tout le temps, car en plus c'est une personne vraiment super sympa, et elle est en front office, comme le dit Virginie, en bon français, et ça ne pose aucun problème à personne. Tout se passe très très bien, et à titre personnel, pour le coup, je vous le dois à la transparence, je ne me choque pas de voir cette jeune femme qui travaille dans une bonne ambiance avec ses collègues hommes comme femmes et qui porte le voile alors qu'elle bosse en grande distribution. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Je suis assez intransigeant sur l'école. Je suis assez intransigeant sur la question du prosélytisme, par exemple. Est-ce que c'est pas là du prosélytisme ? J'entendrais que finalement une jeune qui sort de son BTS, elle a une pression de dingue parce que c'est la seule qui n'est pas voilée et que toutes les collègues lui mettent la pression pour qu'elle se voile. Là, je serai le premier vent debout. En revanche, je veux dire, cette jeune femme, elle est voilée, pour le coup, elle a le droit d'être voilée dans la loi française, et puis elle a le droit de travailler aussi. Je ne comprends
j'ai du mal ça à a une comprendre quel est le incidence sur problème. la clientèle. Et c'est aussi pour ça que les règlements intérieurs existent. Quelle incidence sur la de clientèle? vouloir de la neutralité pour justement éviter que certains, par exemple de confession juive, dans un climat qui pour le coup n'est loin d'être apaisé au Moyen-Orient, puissent se sentir... Non, mais alors là, voilà. Donc, pardon Virginie, c'est une réponse vraiment sincère. Là, je veux dire, on bascule dans le délit de faciès après. Non, on est au contraire. Qu'est-ce qui empêche un commerçant de dire à ce moment-là à un vendeur, une vendeuse, écoutez monsieur, vous êtes en fort surpoids, vous comprenez, je peux pas vous embaucher parce que les clients, ça les dérange votre surpoids. Non, mais on est clairement en défense de la laïcité et de la neutralité. Voilà. C'est ça le sujet. Merci beaucoup Fabien Guérini d'avoir été avec nous, avocat en droit du travail. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu, ça va être coton le quiz de l'actu, je le sens. Allez, tout de suite. Et on récupère Stéphane. Et juste avant, bien sûr, on va vous offrir des cadeaux parce qu'on va pas vous laisser partir en week-end. Des cadeaux. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le week-end, mais on va pas vous laisser partir un vendredi soir sans peut-être avoir eu la possibilité de gagner un bon et un séjour d'une valeur de 1 200 € pour une prochaine vacances dans les clubs hôtels Bellambra. Ouais, c'est un joli cadeau. En famille ou entre amis, vous allez pouvoir choisir. Il y a quand même 45 clubs en France, qui est quand même plutôt pas mal. Il y a du choix à la montagne, à la mer ou à la campagne. Donc on est plutôt bien. Donc c'est un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 €. Et en plus, vous avez le droit de choisir avec qui vous partez. Voilà, si c'est assez facile, c'est pas Noël. Votre attention. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, ce jeu est définitivement lancé. Je dis tout de suite un numéro. 15. Philippe, 15e appel au standard. Attention, top, c'est parti. 15e appel à partir de maintenant. C'est maintenant. Allez, tout de suite. Vite, là, c'est maintenant, faut appeler là. Le quiz de l'actu tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec Stéphane qui est notre auditeur du jour. Stéphane, c'est vous qui répondez en premier à ce quiz. Écoutez bien. Okay. Question, qui c'est qui l'a dit? On commence par 3 points. 3 points. Sur la crise budgétaire. La réponse, c'est pas les impôts en plus. Macron. Bonne réponse de Stéphane. Emmanuel Macron. Il marque 3 points. C'est mon Stéphane, il est bon ou pas? Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le fait que Raphaël Glucksmann et des socialistes français ne votent pas le pacte migratoire voté par tous les socialistes européens montre bien qu'on est encore très loin du sens de la responsabilité de ceux qui aspirent demain à gouverner. Stéphane. Bardella. Non. Valls. Bonne réponse de Jean Dorido. Manuel Valls. 3 points. Bah oui. Allez, 3 points, on y va. Sur l'immigration, j'ai confiance en la France et dans ses capacités intégratrices. Dans ses capacités de quoi? Intégratrices. Ses capacités intégratrices. C'est un tête de liste. C'est un matheux. Aux européennes. Ah, c'est... comment il s'appelle Allez. Jordan Bardella. Non. Glucksmann. Bonne réponse. Jean Dorido. 3 points pour Jean Dorido. Philippe. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Bardella est le Bouteflika de la politique française. Oh, joli. Stéphane. Netanyahou. Non. Mélenchon. Non. Aubry. Manon Aubry. Non. C'est un tête de liste. Un jeune tête de liste. Un jeune. Bardella. Non. Bellamy. Oui. Des Fontaines. 2 points pour Philippe. Encore une fois, parfaitement spontané. Absolument. Allez, Stéphane, une question à 1 point. Écoutez bien, l'Union européenne se construit bien trop souvent contre l'intérêt des peuples en imposant une submersion migratoire. Bardella. C'est facile. Dès qu'on entend submersion. Question à 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Je me vois mal dire qu'on n'a pas fait d'efforts sur l'agriculture, alors que le budget consacré à l'agriculture en France cette année a bénéficié d'1 milliard d'euros supplémentaires. Stéphane. Comment il s'appelle, le ministre de l'Agriculture là? Oui, bonne réponse. Marc Fesneau. Ministre de l'Agriculture. Fesneau, j'ai pas dit non. Bravo, Virginie. Marc Fesneau. Fesneau. Allez, et dernière question. C'est une question à 2 points. Notre liste, c'est celle du monde du travail. Force ouvrière. Non. Nathalie Arthaud. Non. La dame de... Un peu moins à gauche. La dame de René. Un peu moins à gauche. Glucksmann. Non. Bonne réponse. Vous avez dit quoi, Stéphane? Non. Glucksmann. Non. Un peu plus à gauche. Il aime le barbecue. Un peu... Roussel. Philippe Bilger.
Je me suis réveillé à la fin. Ça y est. Eh bien, écoutez, le vainqueur est Jean Dorido, 6 points devant Stéphane, 5 points, Philippe Bilger. Merci les amis, Et on merci. vous mettre un point quand même. Oui, parce que je l'ai dit en même temps. Allez, vous avez un point, voilà. Stéphane, J'ai donné merci son nom. 1000 fois. Merci à vous. Merci. Bonne Très soirée. très bon week-end et merci, vous avez été parfait. Au revoir. On vous aime beaucoup. Bravo, Allez, Stéphane, bravo. dans Les 10 femmes minutes. sont belles et les hommes répondent. Ah, voilà, c'est ça. Oh là là. Bravo. Voilà. Ça, c'est moderne, ça. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Philippe, on parle de quoi? Je vais parler de géotox, mais sur un autre plan. Avec vous, Virginie Calmels. Moi, je vais parler de la proposition de Guérini de pouvoir licencier les fonctionnaires. Allez, avec vous, La Jean. France manque de médecins et croule sous les ostéopathes. Allez, tout de suite. Sud Radio. Merci beaucoup, cher Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'espère que vous avez bien compris la contre-poétrie de Philippe David. Beau et chaud. High level. High level, ça c'est du niveau ça. Elle vient d'où celle-là? Bon, elle est connue, il fait beau et chaud. Elle est classique. Hein. Ouais, elle est classique, ouais, elle est belge. Très populaire en Afrique et l'Afrique est bonne hôtesse d'ailleurs. Oui. Il faut le rappeler. C'est pas possible. Je peux plus les encadrer les deux là. Je peux plus. Mais c'est un duo redoutable sur ce plan-là. Oui, n'en parlez pas. Allez, Il ne faut dans pas un battre instant, chers amis, vous avez la parole. Nous partons où, mon cher Félix Mathieu? Dans les HLM, figurez-vous, le gouvernement veut pousser les locataires hors de leur logement social quand ils sont devenus trop riches. Allez. Certains ont tellement peu envie de voir la réalité leur exploser en pleine face qu'ils euphémisent désormais des crimes. Ainsi, à Bordeaux, 2 SDF algériens ont été poignardés par un Afghan pour avoir consommé de la bière le jour de l'Aïd. Bouache, 37 ans, touché 9 fois au thorax est mort, tandis que Karat, 26 ans, touché 3 fois, a été sauvé après avoir été opéré. Ses jours ne sont plus en danger. L'Afghan a été abattu par les policiers arrivés sur place en 4 minutes. Et ce qui me scandalise, c'est qu'on mette en cause l'alcool dans ce crime, un alcool qui n'est pour rien. En effet, les titres, la procureure confirme une altercation liée à l'alcool, où l'alcool au cœur du drame sont à côté de la plaque et auraient été valables si le meurtrier avait agi après avoir bu ou si tous les protagonistes avaient été alcoolisés. Là, rien de cela. Aucun des 3 protagonistes n'était fortement alcoolisé. Le meurtrier a juste considéré que des musulmans n'avaient pas le droit de boire de l'alcool, a fortiori le jour de l'Aïd, ayant juste oublié qu'il était à Bordeaux, capitale mondiale du vin, et plus à Kaboul ou à Kandahar. Alors 2 questions se posent. Pourquoi les médias tentent-ils tous de minimiser des faits qui me semblent plus proches d'un crime islamiste que d'un drame lié à l'alcool? Et comment se fait-il qu'on accueille en France des gens qui peuvent semer la mort pour une gorgée de bière? 2 questions auxquelles on aimerait avoir des réponses. Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe, a un double titre. D'abord, d'avoir rappelé le nom des 2 victimes. La procureure de Bordeaux, dans son communiqué, je ne l'ai pas trouvé très à droite, ne les a pas rappelés. Et deuxième élément, c'est sûr que faire semblant en permanence de prendre l'alcool comme la cause des crimes, c'est une manière de les banaliser. 100% d'accord, cher Philippe, mais 2, cher Philippe. Il y en a marre de ce déni, en fait. Il y a un moment donné, on voit bien qu'à chaque fois, au nom du pas de vague, eh bien, on ne nomme plus les choses correctement. Prochain viol, on va dire, c'est dû aux mini-jupes, par Là, exemple. ça Si n'a on raisonne rien comme ça. à voir, effectivement, avec l'alcool, ça a à voir avec la religion. Jean Dorido. Oui, non, vous avez tout à fait raison, Philippe David. C'est vrai que c'est très, très étonnant ce traitement journalistique, en fait. Hein. Vous l'avez bien rappelé. Ce sont ces gros titres. Là, c'est vrai qu'il y a quand même vraiment quelque chose de dramatique. Et c'est encore une fois à l'image de ce qui se passe dans le monde, un musulman fanatisé, manifestement, qui tue des musulmans relax en train de boire une bière à Bordeaux. Quoi. Voilà, merci beaucoup Philippe David. Et tout de suite, vous avez la parole avec vous, Félix Mathieu. Vous nous emmenez effectivement sur un sujet important, les HLM. Oui, le gouvernement entend sortir les locataires les plus riches de leur logement social quand ils dépassent les plafonds de revenus. Et forcément, ça arrive quand le locataire gagne plus qu'à l'époque où il avait obtenu son appartement, ou mettons s'il a obtenu entre-temps un gros héritage. 8% des locataires HLM ne seraient plus éligibles s'ils en faisaient la demande aujourd'hui, selon le ministre du Logement. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le responsable du dossier dans une région où la question est stratégique, vu la pression immobilière. J'ai nommé l'Île-de-France. Bonsoir Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, vice-président UDI à la région Île-de-France en charge du logement, de l'aménagement durable et du territoire. Vous êtes aussi maire de Mency en Essonne. Vous avez publié l'ouvrage L'Habitat fait le citoyen aux éditions de l'Aube. Alors vous trouvez injuste, vous, cette proposition du gouvernement, pourquoi ?
Alors, oui, non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Si la question est de dire qu'on peut couper le bail à quelqu'un parce qu'il a dépassé de quelques euros le montant d'un plafond, ça n'a pas de sens. C'est inventer du logement en CDD, c'est mettre des gens en situation potentiellement de précarité sans pour autant être riches. Vous pouvez avoir une année des revenus qui vont être un peu plus élevés parce que vous avez touché des primes de manière exceptionnelle. Et puis, il faut quand même intégrer qu'on est aujourd'hui dans un monde où on n'arrive pas à mettre dehors une famille de délinquants qui pourrit la vie d'un immeuble de logement social. Et on va expliquer que quelqu'un, parce qu'il aura gagné 500 ou 1000 euros de plus à l'année, faudra qu'il rende son logement. Ça, c'est quelque chose qui serait pour moi la fausse bonne idée, qui créerait des phénomènes d'injustice complets. Ce qui peut être la bonne idée, mais qui n'est pas exclu, on va voir ce qui est proposé exactement d'ici au mois de mai par le gouvernement dans son texte, c'est de majorer le montant des surloyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dépassez le montant des plafonds de revenus, vous payez un loyer plus élevé qui vous rapproche du prix du privé, et donc c'est inciter les gens à aller chercher ailleurs. C'est aussi une bonne solution pour le bailleur social parce qu'il gagne un peu plus d'argent puisqu'il touche des loyers plus importants, et puis ça permet d'avoir une mixité dans un immeuble où vous avez des gens modestes et des gens moins modestes. Mais si c'est mettre un terme à un bail en expliquant à des gens vous rendez votre logement, en plus ça sera dans les faits totalement inapplicable. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui déjà peut être fait sur des personnes dont la composition familiale ne correspond pas au logement, c'est-à-dire un couple de personnes âgées qui est dans un T5, dans un 5 pièces, ils l'ont eu à 30 ans quand ils avaient 3 enfants, les enfants ne sont pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre ces gens dehors parce que quand vous avez des gens qui payent, on fait comment ? Il n'y a pas de solution de relogement en face. Donc moi, je pense qu'il faut être dans l'incitation, il faut être, ce qui n'est pas exclu par le ministre d'ailleurs, dans la majoration des surloyers, mais surtout pas de manière automatique, bête et méchante, je serais tenté de dire, faire du CDD, de la précarité sur le logement HLM en coupant les loyers, en coupant les baux. Surcoût qui pourrait par exemple ramener finalement le loyer au prix d'un appartement sur le marché libre. Ben bien sûr, c'est une bonne chose pour le bailleur social, ça lui permet d'avoir des recettes supplémentaires pour payer la rénovation des autres logements, pour créer du parc, et puis c'est aussi inciter la personne à aller chercher ailleurs dans le logement, si c'est quelque chose qui est durable. Mais il y a des tas de cas de figure où on est sur des situations qui ne sont pas forcément durables. En fait, il n'y a que des cas individuels, et on veut faire des généralités. Et moi, je mets vraiment en garde sur ce qui sont les solutions un peu simplistes, qui peuvent avoir l'air très intéressantes, qui peuvent être très bankable quand on cherche un titre de presse ou une punchline, mais qui, dans les faits, font plus de mal qu'autre chose. Allez-y. Avec finalement, vous avez dans l'idée qu'il faut un peu laisser la main aux maires aussi là-dessus, sur l'attribution du logement social. Oui, alors moi, je plaide beaucoup pour que les maires puissent être le pivot de l'attribution du logement social. Ça rappellera des bons souvenirs à Paris. Non, si, très bien. C'est une vraie tradition parisienne sur le sujet. La réalité, c'est que la ville de Paris aujourd'hui peut toujours attribuer 20% des logements sociaux. Donc, soit on considère qu'un maire ne doit pas attribuer de logement social, on enlève tout, soit on ne laisse même pas 20%. Enfin, vous voyez, c'est totalement irrationnel. Aujourd'hui, on demande à des maires de construire du logement social. Ils touchent plus la taxe d'habitation et c'est pas leurs habitants qui en bénéficient. Ouais. Quand vous êtes maire, ce qui est mon cas, tous les samedis matins, je reçois 10 personnes pour du logement. Quand demain, je leur dirai, prenez rendez-vous avec monsieur le préfet qui ne vous recevra jamais, qui n'a jamais vu un demandeur de logement, qui n'a jamais vu quelqu'un qui dort dans sa bagnole en travaillant et qui ne vous recevra pas, la réalité, vous fini d'avoir un monde où les maires ne feront plus de logement social. Je trouve ça bien que les maires gèrent les je pense aussi, mais c'est pas la question de ne pas avoir de contrôle. Il faut avoir des contrôles. Vous pouvez parfaitement avoir un rapport annuel sur ce qui est fait. Si on considère que par nature les élus sont de mauvaise foi, sont pendant le clientélisme ou sont des mauvaises gens, faut supprimer la démocratie et puis on mettra des fonctionnaires à la place et ça ira certainement mieux. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe Dugouin-Clément d'avoir été avec nous, vice-président UDI à la région Île-de-France en charge du logement, maire de Mennecy en Essonne, et puis surtout auteur du livre L'habitat fait le citoyen, et c'est aux éditions de l'Aube. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On reste ensemble, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Allez, bougez pas, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Les vraies voix comme tous les jours jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, en tout cas aujourd'hui avec Virginie Calmels, présidente de la fondatrice de cette école Futurae, école des métiers de demain et des industries créatives, et notre docteur en psychologie Jean Dorido, et vous au 0826 300 300. J'espère que tout va bien. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour,
nous. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Et vous voulez revenir sur l'affaire de Strasbourg à la boutique Geox, Philippe Avec Liger. un autre regard très rapide. Après ce qui a été très bien développé tout à l'heure, le gérant a reçu des centaines de réactions haineuses de la part des gens et il y en a d'autres qui ont défendu la démarche qu'il a adoptée, mais on a vu s'exprimer une haine française, notamment caractérisée la vermine française. C'est ça qui m'intéressait, de voir à quel point on a des faits apparemment dérisoires, mais qui entraînent des déluges extrêmement contradictoires et contrastés. Ça montre l'état de notre société. Alors, on l'a appris il y a quelques minutes, le gérant a porté plainte contre toutes les menaces de mort qu'il a reçues. Virginie Calmels pour réagir. Oui, malheureusement, ça nous rappelle les tristes affaires, Samuel Paty en tête. Mais clairement, c'est pour ça que j'en reviens au débat de tout à l'heure. C'est une provocation. Une fois encore, si c'était qu'un sentiment de discrimination, cette dame ne ferait pas cette espèce d'appel au meurtre déguisé en le mettant sur les réseaux sociaux, en invitant tout le monde à réagir. C'est quand même très grave. Il y a un droit à l'image en France qui est totalement bafoué. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est sans limite pour déclencher des réactions haineuses et c'est très triste. Jean de Rideau. Écoutez, je ne ferai pas de procès d'intention concernant cette dame dans ce magasin. Je ne la connais pas, donc j'ose espérer qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Quand vous mettez une vidéo en montrant quelqu'un qui vous prend pas après Samuel Paty, etc., je pense qu'on a de mauvaises intentions. J'ai pas de doute là-dessus en ce qui me concerne. Et lorsqu'elle vient dire après, j'ai fait une blague exprès. Oui, elle revendique d'une certaine façon. Ouais, allez-y, Jean. C'est une belle vision du débat, mes chers amis. Je ne ferai pas de procès d'intention, vraiment, sincèrement. En revanche, là, il y a un vrai souci. On a vu l'affaire tragique Samuel Paty, on a vu l'affaire Mila aussi. Ça, c'est un vrai sujet qu'il est essentiel de traiter au plus vite. Il y a une espèce d'activisme qui ne tolère plus. On a vu, Charlie Hebdo, le droit au blasphème. Il y a un droit au blasphème en France. La notion même de blasphème en France n'existe pas. Et là, pour le coup, la France a un vrai souci. Je rebondis sur ce que vous dites en disant je ne fais pas de procès d'intention. Quand vous filmez quelqu'un et que vous le mettez à visage découvert sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a une intention de nuisance quand même. Vous savez que derrière, il va y avoir une déferlante forcément, ou alors vous filmez la scène, vous ne montrez pas le magasin, vous resterez, en tout cas les images sont restreintes et vous floutez la personne qui vous parle. Mais d'abord, ce qui est interdit, donc là, il y a quand même un vrai problème sur la nuisance et sur l'envie de créer Ce n'est pas une pirouette. Laissons la justice faire son travail. C'est important d'écouter les uns les autres. En fait. Mais le droit à l'image, ça existe. Là aussi, c'est la justice de faire le job. C'est très intéressant. Au moment où elle filme, à un moment où elle filme et qu'elle a les réactions du gérant, elle parle à un tiers en disant ce qui se passe. Oui, il me semble qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions qui seraient par définition hâtives. Et à titre personnel, je ne fais pas de procès d'intention. En revanche, il est très important de souligner que c'est très grave. Il y a des personnes qui menacent. Il y a des personnes qui menacent de mort ce commerçant, et ça c'est gravissime. Et là, ça n'est pas une première. Donc là, pour le coup, c'est à l'État, au législateur, au pouvoir public de faire le nécessaire pour que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire, y compris sur n'importe quelle religion, sans être inquiété. Et ça, c'est loin d'être le cas. Et ça, c'est pas normal. Avec vous, Virginie Calmels, on va lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. J'avais envie de rendre un petit hommage au gouvernement qui visiblement a enfin envie de s'attaquer un petit peu à la baisse de la dépense publique et notamment Stanislas Guerini cette semaine a dit qu'il fallait réfléchir y compris au licenciement des fonctionnaires. Je vais faire référence au dernier livre de Béatrice Brugère, éminente magistrate, qui propose par exemple dans la justice que la titularisation arrive au bout d'un certain nombre d'années, ce qui serait une autre façon de gérer ce problème de la compétence ou de l'incompétence, c'est de dire finalement est-ce que pour avoir le fameux statut de fonctionnaire, il faudrait pas déjà pendant un certain laps de temps avoir fait ses preuves et du coup gagner sa titularisation. En tout cas, moi ça me plaît de voir qu'il y a un peu moins de tabous alors qu'on sait très bien que c'est un sujet majeur
l'heure. Pourquoi ? Parce que la fonction publique, ce sont des hommes et des femmes qui répondent aux mêmes aspirations que les hommes et les femmes du privé, à de la reconnaissance, à de la performance, à de l'évolution, à du sens dans leur mission. Et je trouve ça bien qu'enfin, on puisse dire, il faudrait effectivement du bâton, pourquoi pas du licenciement, il faudrait aussi de la carotte, c'est-à-dire je pense qu'il faut revoir considérablement la façon de rémunérer la fonction publique, et notamment avec des primes, avec une notion de bien faire, de mérite, absolument. Et je crois que c'est en cours, et donc je voulais rendre hommage pour une fois au gouvernement qui avance sur ce thème. Il y a une objection qui a été présentée, Virginie, dans le Figaro aujourd'hui. Le nommé Maxime Tandonnet disait, mais au fond, on peut déjà licencier des fonctionnaires, et ce que souhaite le ministre Guérini risque de fragiliser davantage les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense qu'on est quand même dans la fonction publique, dans ce qui s'appelle le paritarisme, qui a une influence colossale des syndicats, et que donc il y a l'esprit et la lettre, il y a ce qui, sur le papier, on peut faire, et la réalité, c'est qu'il y a très peu de licenciements, et a fortiori sur une population protégée car syndiquée. Donc au fond, oui, ça pourrait fragiliser, parce qu'évidemment, dès qu'on met ce type de débat sur la table, là, évidemment, c'est hyper clivant, mais à contrario, on va pas se voiler la face, il y a quand même très peu de licenciements dans la fonction publique, et il faut vraiment des fautes hyper graves. Et là, c'est de la révocation pour la plupart du temps. Et c'est des statuts ultra protégés avec un taux de syndicalisation qui est très élevé. Jean Dorido. Écoutez, les bras m'en tombent, je suis consterné. Pauvre France, tout va à volo. C'est la noblesse de la fonction publique, justement, servir le collectif. On s'est hérité de Napoléon. C'est le bonapartisme pur jus. C'est sur concours, et précisément, la personne, elle est indéboulonnable parce qu'elle est indépendante. On ne peut pas faire pression sur elle, quel que soit le pouvoir politique en place. Un fonctionnaire, il sert le collectif, il sert la fonction publique, il nous sert vous et moi, et donc on ne peut pas le virer. Et de remettre ça en cause dans un esprit de libéralisation obscène en réalité du travail, c'est vraiment d'une tristesse pas croyable. Non, mais je veux dire, chacun son avis. Voilà, on est là pour échanger. Simplement, c'est vraiment. Mais quelle tristesse, là, je crois qu'on touche le fond. Non, moi je trouve pas. Et quand j'étais première adjointe au maire de Bordeaux, mon assistante, par exemple, elle avait un statut de fonctionnaire indéboulonnable, comme vous venez de le dire. Eh bien, je pense qu'on confond tout. Très bien, moi, je suis pour défendre. Qu'elle y est toujours, elle. Mais bien sûr que non, elle est repartie dans le privé, elle est bien plus heureuse. Mais pour défendre justement nos forces de l'ordre, pour défendre ce qui fait l'honneur de la France, les services publics, au contraire, il faut pas mettre tout le monde à un statut qui n'a pas de sens. Regardez, même les militaires ont perdu le statut de fonctionnaire. Donc on a un sujet. Moi, je crois qu'il faut moins de fonctionnaires, beaucoup mieux rémunérés, avec des vraies perspectives de carrière, plutôt que de vouloir ce qui date d'un autre temps. La sécurité de l'emploi, aujourd'hui, même les gens, vous voulez les embaucher en CDI, ils ne veulent même plus de CDI. On n'aura plus de policiers, on aura des miliciens. Mais justement, les forces de l'ordre, pour moi, elles ont un statut et il faut le défendre. Je suis en train de vous parler la fonction publique territoriale qui est maître de conférence, qui enseigne, il est indépendant, et demain on change de gouvernement, on peut pas le virer parce qu'il est universitaire, et on ne peut pas le virer. Mais c'est faux que il a plus le temps. La sécurité de l'emploi, elle a compensé des salaires très faibles. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu revaloriser les salaires plutôt qu'assurer une sécurité de l'emploi qui est aujourd'hui d'un autre temps. Qu'il faille bien payer les fonctionnaires, ça oui, ça c'est sûr. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, ça n'est pas fini, et puis retour de pub, on aura notre gagnant. Et ça c'est bien. Allez, à tout de suite. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, c'est les vraies voix jusqu'à 19h, avec très bien entouré aujourd'hui bien sûr, avec Philippe Bilger, avec Jean Dorido, avec Virginie Calmels, et surtout un moment important puisque nous allons offrir un cadeau. Et on aime ça, offrir des cadeaux, c'est tous les jours. Et c'est Didier qui est avec nous de Berne-sur-Oise. Bonjour, Didier. Bonjour Philippe, bonjour Cécile, la fameuse extraordinaire Cécile. Voilà, donc c'est du goût. Vous êtes payé par ma mère ou non? Il n'y a pas de. Non. Maman, vous ne vous salariez pas. Non. J'appelle la halle. Depuis plusieurs années, j'adore. Donc voilà. Ouais, mais vous avez du goût, c'est fou ça. C'est ça, complètement. On me le répète tous les jours, mais je finis par m'en convaincre de tout ça. Vous faites quoi dans la vie, Didier? J'ai une
petite entreprise de traitement de l'eau et de dépannage de plomberie. Eh ben c'est pas mal, c'est vachement bien ça. Beau métier. L'artisanat, moi j'adore, je suis fan de l'artisanat. Et c'est grâce à Philippe Bilger. Quand vous voulez, je vous dépanne. Eh ben écoutez, très bien. Oh, là je crois qu'il y a un dossier entre Didier et moi. Ça commence par le dépannage et ça finit par la séduction. C'est vrai, on sait pas. Oui, mais on peut faire les deux en même temps. C'est la magie des rencontres. Il commence très bien. Didier, 15e appel au standard parce que c'est Philippe Bilger qui a donné ce chiffre magique. Génial. Et donc vous avez la possibilité, vous allez pouvoir, grâce à Sud Radio et les clubs et hôtels Bellambra, partir pour un séjour d'une valeur de 1 200 €. C'est exceptionnel. C'est fou. Alors mer, campagne, montagne. Alors vous faites ce que vous voulez. Exceptionnel. Et vous allez partir avec qui? C'est un bon, c'est quoi? Ah bah c'est 1 200 €. Donc après vous en faites. Vous allez tout recevoir par mail. Vous partiez avec qui vous voulez, en famille, entre amis. Je sais pas, avec vous, Cécile, peut-être. Écoutez, je le note. On va vous laisser. Je vais le noter dans mon agenda, mais avec grand plaisir. En tout cas, Didier, on est ravis de vous avoir offert ce cadeau. On vous fait de très gros bisous, un très bon week-end. Profitez-en pour faire bronzer le torse, parce que là, vous allez partir en vacances. Ouais, ça devrait le faire. Merci à Sud Radio, merci à Bellambra, c'est génial. Merci à toute l'équipe en tous les cas et continuez comme ça, c'est très bien. On vous fait des très très gros bisous. Allez, à bientôt. Moi aussi. Bisous énorme. Didier. Salut. Bisous, au revoir. Bon week-end. Je dis salut, moi, comme si c'était mon pote. Le tour de table de l'actu des vraies voix, parce qu'on n'a pas terminé avec. On n'a pas terminé, Cécile de Ménibus. Jean Dorido. De quoi parle-t-on? Eh bien, c'est un papier qui est sorti dans le Figaro d'aujourd'hui. Oui. La France a trop d'ostéopathes, et en fait, c'est un problème parce qu'ils finissent par ne plus gagner leur vie. Il y a des associations d'ostéopathes qui expliquent, par exemple, que vous avez plus de la moitié des ostéopathes installés qui gagnent en bénéfice moins de 17 500 € par an. Ça fait moins d'1 SMIC par mois. Et en fait, le souci, c'est que la France en forme trop. Ce sont des entreprises privées, en réalité, qui forment les ostéopathes. Il y en a même qui ont des fonds de pension, qui mettent de l'argent dans les écoles, tellement, en fait, c'est ultra rentable. Ça coûte 50 000 € en moyenne pour former, que demandent ces écoles pour construire des ostéopathes. Et en fait, pour vous dire, en 2010, il y avait 5300 ostéopathes en France. En 2024, on en a 27 000. Ah oui, d'accord. On a trop d'ostéos. Il faut arrêter d'en former. Et évidemment que les entreprises, les boîtes commerciales qui forment les ostéos disent mais non, pas du tout. Il n'y en a pas trop du tout. Tout va très bien. Et alors qu'en fait, on a des mômes qui sortent, qui sont déçus, qui travaillent comme ça. Des charges quand même, c'est l'occasion de le rappeler, les professionnels indépendants ont des charges de dingue. Quand vous réussissez à mettre 100 € quand même, à gagner 100 €, vous enfilez 45 minimum à l'URSSAF, à la retraite, et du coup, à l'arrivée, ils ne s'en sortent pas. Ouais. Bon, j'ajoute quand même qu'en ce moment, on a des réformes dans le domaine de la santé qui sont inquiétantes, et notamment quand vous voyez que nos professions libérales, à 26,50 € après des bacs plus 7, 10, 15, c'est une honte. Donc moi, je profite de ce coup de projecteur sur les ostéos pour aussi rappeler qu'il y a un vrai sujet actuel qui devrait vraiment nous faire réagir, c'est ces coups de boutoir sur la médecine libérale en France. Alors, ça me choque profondément. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet, Jean Dorido. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, l'Iran qui menace de frapper Israël après l'attaque du 1er avril sur le consulat iranien à Damas en Syrie, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce qu'une offensive iranienne contre Israël vous paraît crédible? Est-ce qu'en cas d'attaque, les USA riposteraient directement sur l'Iran? Comme ce sont la première zone productrice de pétrole et de gaz du monde, est-ce que la France serait entraînée dans le conflit? Et à cette question, craignez-vous que l'Iran mette ses menaces d'attaque contre Israël exécution? Vous dites oui à 57%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec nous, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comme l'a dit le chef du Hezbollah, est-ce que la riposte de l'Iran est inéluctable? Oui, mais elle n'est pas forcément massive. On en parle dans un instant. 0826 300 300, n'hésitez pas, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver avec Virginie Calmels, avec Jean Dorido et Philippe Bilger. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix, exactement. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Celui qui nous fait du mal, nous lui faisons du mal. Nous l'avons dit à l'Iran, les États-Unis ne sont pas impliqués et nous les avons mis en garde contre l'utilisation de cette attaque comme prétexte pour poursuivre l'escalade dans la région. Israël en état d'alerte après les menaces du régime iranien. Le guide suprême de la République islamique annonce vouloir punir l'État hébreu pour l'attaque contre son consulat en Syrie. La France conseille à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Iran, en Israël et dans les territoires palestiniens ou au Liban. Alors parlons vrai, est-ce qu'une offensive iranienne contre Israël vous semble crédible? Est-ce que les USA riposteraient en cas d'attaque? Est-ce que la France se retrouverait engagée dans le conflit vu l'importance géoéconomique de cette zone? Et à cette question, craignez-vous que l'Iran mette ses menaces d'attaque contre Israël exécution? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui est avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table avec Philippe Bilger sur ces menaces qui pourraient effectivement aller jusqu'à l'exécution. J'ai scrupule, ma chère Cécile, mon cher Philippe, à intervenir devant, avant mon ami Pascal Boniface, qui sur ces sujets a évidemment une qualité, une grande expertise d'expert. Je le dis pas en général expert, je m'en méfie, mais probablement il l'a. Donc comment dire, autant je suis persuadé que la situation internationale telle que vous la décrivez dans votre question est très préoccupante, voire angoissante, autant j'ai une sorte d'optimisme qui résulte du fait que, quelle que soit la malfaisance internationale, les chefs, on a eu l'inverse avec Poutine évidemment, mais je continue à penser qu'il y a une forme de rationalité qui peut les dissuader du pire. Alors comme l'a dit Pascal Boniface tout à l'heure, l'Iran ne peut pas promettre des cataclysmes sans tenter de les mettre un peu en œuvre. Mais je ne crois pas au conflit généralisé et contagieux tel que, évidemment, on peut le craindre et comme la question l'a suggéré. Virginie Kelmels. Moi, ça me semble impossible que l'Iran ne réagisse pas. Ça veut dire que riposte, à mon sens, il va y en avoir une. Parce que le F-35 qui... vise quand même un lieu qui est un consulat, va évidemment vis-à-vis ne serait-ce que de la population iranienne entraîner une riposte. Maintenant, la question c'est quel type de riposte. On a un précédent, rappelez-vous, en janvier 2020, le général Soleimani, quand il est tué par les forces américaines, la riposte iranienne se fait en Irak, de mémoire, sur des bases américaines, en ayant prévenu et sans qu'on ait un embrasement généralisé. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que l'Iran, et je suis un peu dans l'optimisme de Philippe Bilger, a envie de rentrer dans une escalade qui deviendrait, et tout le monde le sait, une escalade mondiale, avec l'entrée des Américains, ou est-ce qu'au contraire l'Iran va avoir une riposte qui va être mesurée et qui va permettre évidemment de répondre, mais sans embraser la totalité et notamment les États-Unis. Moi, je crois plutôt à cette solution-là, et notamment ce qui va être intéressant, c'est de savoir d'où l'Iran va riposter, parce qu'elle peut riposter d'ailleurs. Elle a d'autres, exactement, le Hezbollah au Liban, les Houthis. Elle a d'autres alliés, et l'Iran du coup peut, de par le choix du lieu d'attaque et de la destination, évidemment aussi de savoir nord, sud israélien, éviter une escalade mondiale. Jean Dorido. Alors, bien sûr que j'ai tendance à rejoindre l'optimisme de Philippe et de Virginie sur l'intention de tous ces dirigeants. J'aime croire que personne ne veut quelque chose de dramatique. Pour autant, c'est ce qui fait le tragique de l'histoire, me semble-t-il, c'est qu'il y a des circonstances qui sont telles qu'il arrive que même les puissants, les plus grands dirigeants soient dépassés par les événements. Et je trouve que la situation
situation actuelle est ultra anxiogène et je fais partie des 56% qui craignent effectivement que cette riposte, je vous rejoins Virginie, qui semble inévitable de l'Iran. Ils ne peuvent pas ne pas riposter et je trouve ça très angoissant, l'idée que ça peut échapper à tout le monde. On a une situation internationale qui est ultra tendue, même un Russe responsable des affaires étrangères, je crois, a dit bon, attention quand même là de pas mettre le feu aux poudres et du coup c'est très très anxiogène. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. L'Iran, il y a quand même des pays entre l'Iran et Israël, c'est pas 2 pays frontaliers. Est-ce qu'il peut attaquer directement Israël ou alors est-ce qu'il va être obligé de sous-traiter par exemple par le Hezbollah au Liban? Si jamais il y avait riposte. À l'heure des missiles et des avions et des drones de longue portée, on peut attaquer un pays sans avoir de frontières avec lui. Donc ça change. Mais moi je suis assez d'accord avec les 3 avis qui viennent d'être donnés, dans le sens où il faut d'abord voir le rapport de force. Et le rapport de force, il n'est pas favorable à l'Iran. Quand on compare les forces d'Israël et les forces de l'Iran, qui est déjà, dès le départ, moins riche qu'Israël, moins développé technologiquement, et qui est soumis à de multiples embargos depuis déjà assez longtemps. Alors qu'Israël a une puissance technologique et une aide américaine massive. Donc pour l'Iran, attaquer directement Israël, c'est quand même la voie d'une défaite militaire humiliante, dont le régime pourrait ne pas se remettre. Ça va donc les conduire à la prudence. Ceci étant, il ne faut jamais tout à fait évacuer le risque d'engrenage ou l'erreur de calcul. Poutine a fait une erreur de calcul en voulant envahir l'Ukraine. Mais je pense que l'Iran, ce que je vais dans ma réponse, l'Iran ne peut pas ne pas réagir. On a quand même attaqué une de ses relations diplomatiques à l'étranger. Si l'Iran ne réplique pas, ça veut dire continue à me frapper, je ne réplique pas. Donc l'Iran va répliquer, mais il ne va pas répliquer directement par des frappes iraniennes sur le territoire israélien, ce qu'espère Israël quelque part. Parce que s'il le fait, c'est la porte ouverte pour Israël pour dire, voyez, je suis attaqué, je suis en légitime défense, et par ailleurs, ça permettrait de renouer une relation avec les États-Unis, qui est un peu distendue pour l'instant, parce que autant les États-Unis sont en désaccord, même purement verbal, avec ce que fait Israël à Gaza, autant si c'est l'Iran qui est en cause, et si l'Iran qui en plus attaque Israël, là, c'est tout de suite l'unité entre Washington et Tel Aviv. Mais je pense qu'ils vont trouver des moyens détournés. Alors, les Houthis, le Hezbollah, j'entends bien, mais en même temps, ces mouvements, même s'ils sont liés à l'Iran, ont quand même un calendrier national et des impératifs nationaux. Moi, je ferais plutôt attention aux groupes pro-iraniens en Irak qui peuvent faire des choses, et puis des groupes plus moins répertoriés. Et je pense qu'Israël a intérêt à protéger toutes ses installations dans tous les pays où elle est présente, tous ses consulats, toutes ses ambassades. C'est peut-être là où ces représentations commerciales, etc., c'est là qu'il y a peut-être le danger le plus grand pour Israël. Virginie Calmel. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Pascal Boniface, c'est très intéressant, mais j'ai quand même une question sur le postulat que l'Iran aurait face à Israël une défaite sanglante. D'abord parce que Israël a quand même démontré une faille importante dans le renseignement. Finalement, les otages malheureusement sont toujours aux mains du Hamas. Le Hamas n'est pas éradiqué, donc on voit quand même que c'est pas si simple. Voilà, si simple et finalement si puissant que ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a quand même un sujet nucléaire. Est-ce que on ne craint pas quand même qu'à un moment donné, l'Iran veuille montrer les muscles et notamment qu'elle est probablement, après moi vous avez peut-être plus d'informations que moi, mais déjà très avancé sur la capacité à avoir des missiles nucléaires, de posséder l'arme atomique en dépit de tous les accords passés qui avaient limité un petit peu le développement nucléaire en Iran, et que à cette occasion, non pas évidemment en se lançant dans une guerre nucléaire évidemment, mais simplement montrer des tirs ou montrer des essais ou sa capacité, une menace. Voilà, et montrer qu'en fait l'Iran joue dans la cour des grands, d'où effectivement la volonté du monde entier de ne pas rentrer dans une escalade avec eux. C'est encore une puissance de seuil en termes nucléaires, Pascal Boniface, l'Iran ? Oui, tout à fait. Mais alors vous avez raison de souligner l'Iran a progressé en matière nucléaire depuis que Donald Trump a fait l'erreur dramatique de déchirer l'accord qui avait été trouvé en juillet 2015, qui empêchait 2 scénarios catastrophes: un Iran doté de l'arme nucléaire ou une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Je pense que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait
Urbi et Orbi, parce qu'ils joueraient dans la cour des grands, ça impressionnerait tout le monde, et je pense qu'ils ont progressé depuis quelque temps, mais qu'ils sont pas là. Mais de toute façon, Israël a l'arme nucléaire. Et rappelez-vous, lorsqu'on pensait déjà, il y a quelques années, Chirac était encore président, et Chirac disait, mais en fait, même si l'Iran a une arme nucléaire, Israël en a 200 ou 150, l'Iran n'est pas de taille à dissuader Israël. Et donc, s'il y avait une réplique iranienne sur Israël, ils enverraient des missiles, peut-être des frappes aériennes. Israël a les moyens. Ils vont pas envahir l'Iran, ils sont pas à la frontière, effectivement, mais ils pourraient détruire, surtout s'ils sont attaqués, et que donc, aux yeux du monde entier, ils se diront, on est en ultime défense, ils pourraient ravager l'Iran et faire tomber le régime, qui est quand même déjà un petit peu en difficulté. Donc, je pense que les dirigeants iraniens sont répulsifs, mais ils ne sont pas fous. Et leur but, c'est de rester au pouvoir, tout simplement. De même, si je dois faire une comparaison, quelqu'un qui a l'arme nucléaire, lui, Kim Jong-un, ne l'utilise pas. Il sait que l'arme nucléaire, c'est pour se protéger, pour qu'on ne vienne pas l'embêter. Si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait aux yeux du monde entier, pour qu'on ne vienne pas les embêter. Personne ne réclame la démocratie en Corée du Nord parce qu'ils ont l'arme nucléaire et personne ne vient les embêter. Et pourquoi la Corée du Nord a l'arme nucléaire? C'est que le dirigeant nord-coréen se dit que si Kadhafi ou Saddam Hussein avaient eu l'arme nucléaire, il serait encore vivant au pouvoir. C'est pour cela que je pense que si l'Iran avait l'arme nucléaire, il le dirait une vraie arme nucléaire, pas un progrès avec plus de matériaux. Parce qu'une fois que vous avez l'arme nucléaire, vous êtes tranquille. Plus personne ne vient vous embêter. Pourquoi on ne fait pas la guerre à la Russie? C'est parce qu'elle a l'arme nucléaire. Pourquoi on a fait la guerre du Kosovo? Parce que la Yougoslavie ne l'avait pas. Mais allez-y, on a 30 secondes. Pascal, très rapidement, au fond, on avait cru disparaître ces stratégies fondées sur l'équilibre de la terreur, mais elles continuent de manière très fragmentaire dans le monde d'aujourd'hui. Ah, complètement, Philippe, c'est vraiment l'assurance vie totale, et c'est pour cela d'ailleurs que les différentes guerres peuvent pousser les dirigeants à se dire, mais finalement, peut-être qu'il faudrait y réfléchir à deux fois, c'est interdit d'avoir l'arme nucléaire, mais je vais dénoncer le TNP auquel j'appartiens, parce qu'une fois que je l'ai, cric-crac, je suis chez moi, et plus personne ne vient m'embêter. Une fois encore, si Poutine n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait été le chercher à Moscou pour le livrer à la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On vous souhaite un beau week-end sous le soleil, cher Pierre Pascal Boniface. Merci en tout cas. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Virginie Calmels. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci les amis. Merci bien entendu à notre équipe formidable de passer des semaines avec nous et de supporter Philippe David. C'était pas toujours facile. C'est moi aussi, il faut me supporter aussi, moi aussi, c'est pas facile. Ah oui, là, je suis en attente de canonisation. Coupez-lui son micro. Allez, voilà, c'est fini. Plus de micro, Philippe David. En tout cas, on vous souhaite un très bon week-end. Dans un instant, mon cher Philippe. Dans un instant, c'est le rugby, comme tous les vendredis soirs et comme tous les week-ends sur Sud Radio, la station du rugby. Et bon week-end, salut, profitez bien.